On est en 1981 et Steven Spielberg, ça fait un bon bout de temps qu'il veut faire un film quasi autobiographique. Un film sur l'ami imaginaire qui lui tenait compagnie dans sa jeunesse. Et là, il sort du tournage épuisant d'Indiana Jones et il se sent seul, il est exténué. Il a envie de le faire, ce film autobiographique, il a envie de parler un peu de lui. Il parle de son envie à son ami scénariste, Melissa Thompson, qui va lui écrire un film en 8 semaines. L'ami imaginaire de Spielberg deviendra un alien abandonné par son peuple. Bon, un sujet qui est très Spielbergien et qui s'inscrit un petit peu dans le sujet aussi de Rencontre du troisième type. Et à l'époque, quand Steven Spielberg veut faire un film avec des gosses et des aliens, on sait d'avance que ça va être un énorme succès. Rien d'étonnant donc à ce que, un an plus tard, la production de E.T. l'extraterrestre puisse commencer. 3 mois et plus d'1 million de dollars pour créer la marionnette de E.T. Bon, rien d'étonnant quand on connaît l'exigence de Tonton Spielberg pour ses créatures et ses effets visuels, mais surtout une belle galère pour constituer un casting majoritairement constitué d'enfants. Des centaines de gamins vont défiler, finalement on va choisir Drew Barrymore et Henry Thomas, et le 8 septembre 1981, le tournage de ce qui deviendra un film culte, la filmographie de Spielberg, même dans l'histoire du cinéma américain, peut commencer. 10 millions de dollars en poche, un tournage qui durera environ 2 mois, un tournage pas facile parce qu'il faut s'adapter aux gosses et parce que Spielberg insiste pour tourner dans l'ordre chronologique pour faciliter la tâche aux acteurs. Mais bon, ils s'en sortent, évidemment c'est Spielberg, et quelques mois à peine après la fin du tournage, E.T. est déjà finalisé et prêt à être projeté. Et à partir de là, les gars, ça va être un tsunami. Première projection en clôture au Festival de Cannes, numéro 1 au box-office pendant 16 semaines de suite, je sais pas si vous imaginez un peu le bordel. Retour critique qui sont bien évidemment géniaux. E.T. dépassera rapidement Star Wars pour devenir le plus grand succès de l'histoire du cinéma à l'époque, et un film instantanément culte. Oh. E.T. phone home? E.T. phone home. E.T. aura même droit à des ressorties, et vous vous souvenez qu'il a coûté 10 millions de dollars? Bon, je vais juste vous dire qu'il en a ramené 800 millions. Et il a ramené presque 1 milliard en produits dérivés. Non mais faut se rendre compte de la folie qu'était E.T. à l'époque. Un film qui a vraiment consolidé encore la légende de Steven Spielberg. Reconnu unanimement comme un grand film, de ceux qui resteront comme une date dans l'histoire du cinéma, blindé de récompenses et aux scènes connues de tous, cinéphiles comme pas du tout cinéphiles, des scènes parodiées des millions de fois. Bref, E.T. sera bien l'un des plus grands succès du cinéma américain, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est mérité. It's too bumpy. We'll have to walk from here. E.T. Même les réfractaires au cinéma de Spielberg, oui, ça existe, auront du mal à nier que ici, le cinéaste a su mettre sa maîtrise indéniable au service d'un supplément d'âme, d'une histoire juste simple, belle, touchante, et surtout une histoire dont on devine qu'elle est chère au réalisateur. Par la musique de John Williams, qui est comme d'hab magnifique, par la douceur candide mais pas naïve qui s'en dégage, par l'intelligence de Steven Spielberg, E.T. est rentré dans la culture populaire. Et il n'y a rien d'étonnant à ce que pas mal de studios aient vu cet énorme succès d'un œil plutôt intéressé, et se soit dit, tiens, on va essayer de faire notre version de E.T. à nous. Et c'est parfois très honorable, c'est de ces films-là dont j'ai envie de parler. C'est comme E.T. en moins bien. Et
par exemple, le premier film, moi je l'aime énormément. C'est les débuts en tant que scénariste, du coup, de Brad Bird, qui est, vous savez, le réalisateur des Indestructibles, le réalisateur du Géant de Fer, de Mission Impossible 4. C'est un film qui est lui aussi produit par Spielberg, et c'est une petite pépite qu'on a un peu oubliée, je trouve, qui s'appelle Batteries Not Included. Brad Bird, Spielberg, bon, on est sur un film qui concentrait déjà 2 grands talents, 3 si on rajoute James Horner à la musique. Bon alors ça c'est déjà pas mal, et si le pitch est intriguant en plus, on part plutôt bien. Alors on va suivre les habitants d'un immeuble un peu condamné à New York. Par un concours de circonstances, ces habitants ils vont se retrouver à la rue, victimes d'un promoteur immobilier qui est prêt à tout pour l'argent. Sauf que, un miracle intervient d'un coup. Des petits extraterrestres hyper mignons arrivent sur Terre et vont se lier d'amitié avec la petite bande de l'immeuble pour les aider à sauver leur immeuble et leur existence. Puis avec un tel pitch, on s'attend à quoi? On s'attend à une petite comédie fantastique, un petit peu naïve, un peu touchante, hyper mignonne, exactement ce que vous allez avoir. Okay, go now. Go find your babies. Avec Batteries Not Included, on est sur ce qui s'apparente le plus à un conte fantastique à la Spielberg. C'est vraiment un conte qui reprend tous les ingrédients d'E.T. Des effets spéciaux atypiques et très bien pensés, des bons sentiments, un récit drôle, fantastique, charmant, un récit qui est très ancré dans son époque, et d'ailleurs je pense que vous le constatez rien qu'aux images, c'est un film qui est vraiment marqué dans son époque. Et c'est le genre de film aux artisans impliqués, un film à la mise en scène simple mais efficace et surtout réfléchi, qui permet d'éviter un tsunami de bons sentiments trop envahissants ou en tout cas qui sonne trop hypocrite. Et même narrativement, il y a certaines idées intrigantes. Bon, on n'en sait pas trop sur les aliens, sur leur raison d'être sur Terre, sur leur présence. Il y a des non-dits qui permettent de cultiver un bel imaginaire, et moi je trouve que devant ce genre de film, pouvoir laisser de l'espace au spectateur pour qu'il projette ses propres pensées, ses propres imaginaires, c'est hyper important. Du cinéma bien divertissant à l'ancienne, un film sans prétention qui lorgne clairement du côté de E.T., qui se permet une galerie de personnages loufoques, créant une ambiance fantaisiste permanente, capable de nous arracher un petit sourire bienveillant. Voilà ce qu'est Batteries Not Included. Un film qui nous prend pas pour des cons, qui sent le travail bien fait et l'équipe technique impliquée, des petits gars d'ILM aux effets spéciaux jusqu'au scénario dirigé par Brad Bird, c'est vraiment juste idéal pour prolonger l'expérience E.T. et même pour servir, franchement, de porte d'entrée au cinéma aux gosses, quoi. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert, par mes parents qui me l'avaient montré, et ça m'a vraiment marqué. C'est vraiment un petit bonbon de nostalgie, ce film. I don't know how you got here, or why you picked us, but we pledge allegiance to honor and protection. Restons un peu dans la même veine. Par contre, je vais vous parler d'un film beaucoup plus récent. Un film qui reste quand même complètement inspiré par les créations de Steven Spielberg. Et c'est presque un film que j'aurais pu mettre dans Stranger Things en mieux, finalement. Ce film s'appelle Hearst to Echo. Echo, il est sorti en 2014 et c'est un peu les Goonies qui rencontrent E.T. qui rencontrent Blair Witch. Oui, je sais, c'est un drôle de mélange. On va suivre 3 meilleurs amis qui rêvent d'aventure, qui ont une imagination débordante, qui, élément déclencheur, vont être obligés de se séparer. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Sauf que eux, ça leur pèse complètement, et au moment où ils doivent se séparer, ils reçoivent d'étranges messages cryptés. Des messages qui les mènent sur la piste d'un espèce de robot extraterrestre trop mignon, recherché par le gouvernement. Et à partir de là, ils vont se lancer dans 1000 péripéties pour essayer de ramener ce petit extraterrestre chez lui. Bon, l'influence d'E.T., elle est évidente, et ce film, c'est un vrai petit sirop de douceur, en fait. What is that? What is that? Oh, wait. Don't move, you're blocking my shot. It's moving. There's something in there right now. What's in there? Don't tell me. Are those eyes? Parce que là aussi, on est sur un film évidemment mignon, attendrissant,
parfois drôle, toujours bien photographié, et surtout, c'est important, qui sent l'amour du cinéma et l'amour de l'enfance et de l'imaginaire à plein nez. Echo se paye le luxe d'être franchement bien photographié, extrêmement bien rythmé, avec un scénario efficace. Bon, même si certaines péripéties peuvent paraître parfois un peu forcées, un peu presque être là pour être sûr que tu t'ennuies pas. Là-dessus, le film aurait peut-être dû avoir un peu plus confiance en son histoire plutôt que juste rajouter des péripéties comme ça. Ça peut paraître de temps en temps un peu forcé, mais bon, rien de rédhibitoire. Juste que oui, on est sur E.T. en moins bien, c'est complètement ce qu'est Echo, mais attendez, hein, parce qu'il y a aussi des trucs quand même qui sont très intéressants dans ce film-là. Can't you stand? You alright? Maybe he's just shy. Can you fly? Can you do x-ray vision? How? He can't see. He doesn't even know where to look. All right. I think the question is, what can you do? Le côté fun footage, avec ces gamins qui savent pas s'empêcher de filmer, la capacité du film à parler de l'enfance et à parler de ses personnages, de l'aventure qu'ils vont vivre, de mettre cette aventure au premier plan en se servant juste de la science-fiction comme une toile de fond plutôt qu'un sujet principal, ça fonctionne parfaitement et ça fait de Echoes un beau prolongement à ces grands films d'aventure des années 80-90 qui mettent des gamins en scène. C'est pour ça que je parlais de Goonies, hein, il y a vraiment la même vibe pour moi. C'est un film optimiste, c'est un film qui donne le sourire. Bon, si seulement vous arrivez à mettre votre âme d'adulte au placard et à redevenir le gamin curieux qui rêve d'aventure et de rencontres extraterrestres. Si vous parvenez à faire ça, vous pouvez me croire sur parole, avec Echoes, vous allez passer un bon moment. Ok, bon, le dernier film, je me fais un petit plaisir. Parce que là, je vous ai parlé de deux films pour lesquels j'ai une tendresse particulière. Je vais maintenant vous parler de ces films hyper opportunistes, bon, pas forcément dénués de qualité, hein, mais hyper opportunistes qui ont pullulé après E.T. et franchement, là, j'ai l'embarras du choix. En l'occurrence, je vais vous parler de Mac et moi, sorti en 1988. Bon alors c'est simple, le synopsis c'est du E.T., ça coche toutes les cases. On suit une sonde spatiale, humaine, en reconnaissance sur Mars, et qui par erreur va aspirer toute une famille de martiens pour la ramener sur Terre, ce qui est pas très malin. Et une fois chez nous, un bébé martien s'échappe sans sa famille, ce qui est pas très malin non plus, et il se retrouve chez des humains, et plus particulièrement chez Eric, un gamin de 10 ans un peu malade. Alors vous voyez, je vous ai pas menti, hein, tout y est. Et j'ai cru comprendre que Karine Debache avait parlé de ce film, j'ai un peu envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Parce que oui, hein, Mac et moi, les gars, c'est extrêmement cheap. En fait, c'est un mockbuster. C'est donc une version low cost d'un grand succès. En vrai, son destin, c'est de prendre la poussière sur une étagère VHS parce que votre mamie pensait acheter E.T. et en fait, vous a acheté une espèce de truc hyper cheap comme Mac et moi. Mais sauf qu'au milieu de ces marionnettes, bon, qui sont quand même franchement laides, au milieu de ce jeu d'acteurs qui alterne entre le hockey et le pas du tout crédible, au milieu de ces plans au cadrage parfois hasardeux, au milieu de ces 40 000 placements produits, ben Mac et moi trouvent un sacré supplément d'âme mais complètement bizarre le temps de quelques séquences. Ça passe par la superbe musique de Alan Silvestri, par la liberté d'un film qui se sait condamné, et il le sait ça, et du coup il peut tout se permettre. Et ça passe par une espèce de candeur et de naïveté qui fait du bien en fait. Ça transpire de bons sentiments et étonnamment ça parvient parfois à sonner vrai. Chose que j'attendais pas du tout dans un film aussi mercantile. Bon, faut garder quand même à l'esprit qu'on n'est clairement pas sur un grand film, hein. Mais au lieu de passer une soirée à boire des bières avec vos potes devant FIFA ou Worms, ben vous pouvez passer une soirée à boire des bières avec vos gosses devant Mac et moi. C'est pas forcément conseillé par la DAS, mais ça peut être une belle façon d'apprécier cette espèce d'ovni what the fuck, aux idées franchement parfois surprenantes, à la mise en scène qu'on va qualifier d'audacieuse par défaut, mais qui quelquefois fonctionne étonnamment bien. Donc j'ai pas de haine envers Mac et moi, c'est bien que ça existe.
mais ça reste un produit extrêmement opportuniste. C'est une curiosité. À voir si ça peut vous intéresser, je voulais en parler en tout cas. Ok, alors pour la prochaine vidéo les gars, comme d'hab, vous choisissez le thème de la prochaine vidéo, je vous propose 2 films d'horreur. Vous vous êtes déjà proposé Chucky en mieux, je vais le reproposer, ou alors on va parler de Jason, Vendredi 13 en mieux. My only child. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, c'est ce qui fait vraiment vivre la chaîne. N'oubliez pas non plus, très important, que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.